Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette édition 2015 de Plaidoirie du Manager. Nous allons remercier tout d'abord notre parrain, PWC, qui nous ont aidés à mieux aborder ces plaidoiries, ainsi que Air France, le groupe CEP, Euronews et la Villa Florentine, à qui nous devons beaucoup. Je tiens très rapidement à rappeler les règles du jeu. Les candidats ont reçu les sujets hier et ils auront 7 à 10 minutes pour plaider. Et après, donc, vous allez écouter le gong. Quand le gong aura sonné, vous devez arrêter de plaider. Et on va vous évaluer sur la pertinence de votre plaidoirie ainsi que sur le respect du timing. Nous remercions aussi nos membres du jury pour l'accompagnement pour cette première édition, pour ce premier tour des plaidoiries du manager. Nous allons commencer par le premier duo, Arthur Astel contre Clément Tulka, qui vont plaider sur le sujet « Le désir ne résiste pas au brossage de dents quotidien dans la salle de bain ». Nous invitons très rapidement Arthur Astel. Merci. Messieurs les jurés, bonjour. Public, bonjour et merci d'être venus en nombre. Bonjour à la Verbatim et merci d'avoir organisé cet événement. Et enfin, chers contradicteurs, bonjour et bonne chance. Le sujet qui nous est attribué aujourd'hui est le suivant. Le désir ne résiste pas au brossage de dents quotidien, coude à coude, dans la salle de bain. Tous ceux qui se sont brossés les dents avec moi savent pourquoi. Tout d'abord, il faut définir les termes du sujet. Le désir, ça évoque la passion, l'envie. Mais ce n'est pas l'amour, il ne faut pas confondre les deux. Brossage de dents, geste hygiénique quotidien, tout le monde est familier, j'espère, avec le brossage de dents. Le coude à coude évoque la promiscuité, la proximité physique, peut-être même une compétition, le manque de place, on joue des coudes. Et enfin la salle de bain, pièce que je hais le plus de la maison, mal éclairée, mal chauffée, le sol en carrelage. Étant étudiant, je n'ai pas de budget, donc un lavabo pour toute la colocation, et un seul miroir. Bref. Malgré ça, ce sujet manque un peu de contextualisation, je trouve. Par exemple, il pourrait s'agir de jouer des coudes pour se brosser les dents en colocation. Mais nous nous brossons les dents tous les jours, matin et soir, en colocation, et le désir subsiste. Nous nous cuisinons toujours des petits plats les uns pour les autres. On fait toujours la vaisselle. Bref, un parfait ménage à trois. J'irais même plus loin, et Freud serait ravi de m'entendre. Quand j'étais petit, qui m'emmenait me brosser les dents? Maman. 3 minutes, pas une de moins. Certains parents poussent même le vice jusqu'à brosser eux-mêmes les dents de leurs enfants. Imaginez un peu, complexe d'Oedipe, crise d'adolescence. Ici, il s'agit du couple. Et je vais vous démontrer qu'un couple qui se brosse les dents coude à coude quotidiennement dans une salle de bain est un couple où il n'y a plus de désir, mais où il peut y avoir de l'amour. Pourquoi se brosser les dents tue-t-il le désir? D'abord, quand est-ce qu'on se brosse les dents? De 0 à 3 fois par jour, même si ceux qui ne se les brossent pas n'ont personne pour se les brosser avec eux. Disons en moyenne 2 fois par jour, matin et soir. Le matin, vous avez l'air endormi, vous n'êtes pas beau à voir, vous n'êtes pas désirable, et votre compagnon le sait, il est lui-même endormi d'ailleurs, c'est ce qui peut encore le tromper, faire illusion. C'est pour ça qu'il reste. Le soir, messieurs, après 2-3 verres, vous êtes chaud, mais pieds nus en vous brossant les dents sur le carrelage de la salle de bain. Vous n'êtes plus chaud. Oui. Madame, elle, se brosse les dents, mais ne fait pas que ça. Madame se démaquille, revient au naturel, applique peut-être un masque de nuit de la couleur de ses murs. Ces blancs sont-ils désirables? Je ne crois pas. Mais cessons-là pour les dames, revenons aux hommes. L'homme du XXIe siècle est certes polyvalent, il peut faire 2 choses à la fois, se brosser les dents et uriner en même temps par exemple. Il peut, et il le fait, ce que madame n'apprécie pas du tout, et va donc se coucher en traitant son mari de porc ou de pourceau, c'est selon. Bref, matin et soir, le brossage de dents n'est pas glamour, on crache, on renifle, certaines personnes se brossent même les dents sans cracher, laissant seulement un filet bave couler sur leur dos. Mais essayons d'avoir une vision plus générale du problème. Le brossage de dents au quotidien, cela évoque une vie en couple, cela évoque peut-être même un mariage. Et dans le mariage, on est avec l'autre, on a l'autre pour soi, quelque part on possède un peu l'autre. Et Proust disait que le désir fleurit et la possession flétrit toute chose. Marcel avait tout juste. D'ailleurs, Marcel ne se brossait plus les dents pour préserver son désir intact.
Mais le mariage, ce sont les défauts de l'autre qui apparaissent de plus en plus gros. Vous savez, ce genre de petits défauts, une fois qu'ils sont apparus, on les oublie plus jamais, et ils sont de plus en plus énervants à chaque fois. Un grincement de dents, par exemple, qui grince de plus en plus fort, ou un haussement de sourcil qui exaspère plus la personne qui le voit que la personne qui est censée être exaspérée. Enfin bref, le désir finit par disparaître du couple. Ce qui était un brossage de dents matinal devient maintenant une matinée de couple, avec toutes ses problématiques. S'il y avait du désir dans la matinée de couple, et donc des relations charnelles, qui emmènerait le petit Kevin à l'école? Par les temps qui courent, est-ce que c'est bien raisonnable de le laisser y aller à pied ou en bus? Et imaginez le traumatisme de cet enfant qui explique à son professeur pourquoi il est en retard, en disant « J'ai toqué à la porte de la chambre de ma mère, elle a répondu « Oui, oui, mais elle n'est jamais venue. » On ne peut pas élever une famille comme ça. Et le soir, eh bien, le petit Kevin doit faire ses devoirs. Et après, il faut faire la cuisine, la vaisselle, les factures. Il faut coucher le petit Kevin. Et donc à 23h30, quand on se couche après une journée épuisante, et que la même va recommencer le lendemain à peu de choses près, eh bien, ce sont toujours les mêmes excuses qui reviennent. J'ai la migraine, on l'a déjà fait il y a un mois. Est-ce que t'en veux un deuxième comme Kevin? Vous avez saisi où je voulais en venir, mais j'aimerais aller plus loin. Je ne suis pas que pour ce sujet. Je suis également pour ce sujet. Je vois que j'en ai perdu plusieurs. Je m'explique. Je suis pour l'absence de désir dans un couple. Ce que disait Henri de Régnier, c'est que la fidélité, c'est la paresse du désir. Et à ce moment-là, messieurs, pour être fidèle, il faut donc se brosser les dents coude à coude avec sa femme tous les jours. Mais attention, trop de brossage de dents, sourire charmeur, la secrétaire au bureau, etc. Non. Matin et soir, c'est très bien, nous allons y rester. Mais j'irai même plus loin, en disant que le ciment du couple, c'est la fidélité et le respect. Et ce que disait Dorgelès, c'est qu'on ne respecte que les femmes qu'on ne désire pas. À partir de ce moment-là, le désir n'a plus sa place dans un couple marié, dans un couple qui vit ensemble depuis plusieurs dizaines d'années. Non. Dorgelès avait tout compris. D'ailleurs, pour préserver son désir, lui non plus ne se brossait plus les dents. Il était devenu très copain avec Marcel. Bref, laissons le brossage de dents aux jeunes, se réveiller dans une salle de bain différente tous les matins, être seul sur un carrelage froid devant un miroir sale et un lavabo sale. L'amour, c'est se brosser les dents coude à coude, quotidiennement, dans une salle de bain mal éclairée. Le sujet. Tous les chemins mènent au roi. Entre Julie et Pierre. Ok, Théocope contre Julie. Ah, les plaidoiries! Que de doux souvenirs! Je me rappelle en 2014, il y a un an exactement, lorsque le soldat Rambo me fit de la pub pour les plaidoiries, me prit sous son aile et m'embarqua dans ce qui allait être une foutue guerre verbale. Il m'avait certifié que ce serait la der des bières et que les mousses que nous étions, l'on s'en sortirait indemne. Seulement, je compris assez vite qu'il m'avait pris pour une blonde et que je faisais tout cela pour des brunes. La compétition fut effervescente et le brassage délicat. Je finis comme beaucoup, inondé par la pression, saoulant le jury et m'attirant le foudre du public, qui tous les deux me déclarèrent échec et malte. La défaite fut amère et ma mère fut défaite lorsqu'elle apprit que j'avais perdu. Je bus pour oublier, me réveillant chaque matin avec une gueule de bois qui ferait pâlir un homme tronc ou une femme écorce. Bref, ma vie post-PDM s'était résumée à un seul adage: Weni, Widi, Whisky. Ou autrement dit, je suis venu, j'ai bu, j'ai perdu, donc j'ai bu. Je pensais avoir accroché les gants, mais un moufle reprise, verbatim me proposa de revenir sur le ring. J'ai accepté. J'espère désormais ne pas m'en mordre les doigts. Mais bref, fini de parler de petites naines, revenons à nos moutons. Là, de vivre à l'alcool, je voulais revivre à la cool. C'est ainsi que, décidé à me remettre d'aplomb, ou d'amiante si vous êtes plutôt peinture, je me suis finalement inscrit au club des anciens plaideurs, le CAP, qui n'a rien à voir avec le diplôme des coiffeurs, bien que ses membres soient réputés pour couper les cheveux en quatre et finir souvent éméchés. Malgré les mauvais échos que j'avais eus de leur réunion, j'ai décidé, je me fis la vodka du diable, et me rendis donc au 6 rue de la Soie, et sonna à la porte du bâtiment,
bâti dans un style contemporain ou contemporain pour ceux qui ont lu l'humeur critique. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis apparaître derrière la porte l'un des plus grands orateurs de l'Antiquité, le grand Ulysse, qui n'avait de lys d'ailleurs que le nom, car il paraissait bien rude derrière sa barbe de 30 jours. Il me servit des godets qu'il avait dégodés de je ne sais où, et me somma de m'asseoir sur le pouf. Bizarrement, le pouf émit un petit cri strident, qui monta à l'octave à mesure que je posais mon auguste postérieur. Je m'étais en fait assis sur Mimimati, que je n'avais pas reconnu, qu'elle avait visiblement la tête dans le cul. Elle me fusilla du regard et me dit que j'étais comme elle un bel enfoiré, ce à quoi je lui rétorquai que j'avais beau être blindé, je ne savais pas chanter. Joséphine avait effectivement pris de la bouteille, mais a priori pas la bonne. Elle me traita d'ivrogne, ce que je trouvais petit de sa part, d'autant qu'elle était naine. J'ai vraiment l'impression d'être pris dans un guet-apens, et j'aurais bien aimé avoir un ange gardien dans cette situation. Puis, paradoxalement, d'un claquement de doigts, elle s'est adoucie et a même commencé à me faire les avances. J'ai compris, Mimi était une nymphomane. Lassé de ses remarques salées de mauvaise foi de morue, je lui ordonnai de disparaître de ma vue. Le verre à la main, je retournai donc rejoindre mon cher Ulysse, qui ne payait pas de mine, bien qu'il était à la pointe de l'héroïsme. Pour entamer la discussion plutôt que la bouteille, j'embrayai sur un sujet bateau, sa croisière dans l'Iliade et l'Odyssée. À peine avais-je évoqué le nom qu'Ulysse se mit à rire à ma barbe, bien que je sois totalement imberbe. Il m'explique que toute cette histoire n'est qu'une affabulation. Je lui rétorque que je ne vois pas ce que Falbala fait dans cette histoire, même si je sais qu'il a le goût du Rix. Il ignore ma remarque et continue son explication. Le récit de sa vie n'est en réalité qu'un mythe, qu'une embellie de sa vie d'ivrogne, écrite par Homère et Fred, deux humoristes de l'époque qui défrayaient la chronique à l'Olympe. Choqué par cette terrible révélation, je lui demandai de me raconter son véritable périple. Le voici. Après avoir passé sa journée aux Champs-Élysées, Ulysse était quelque peu las de Paris et en avait marre que la belle Hélène se foute de sa poire. Pour oublier son chagrin, il se rendit donc au bar Le Cheval de Troie, lieu de déboire dont le tenancier n'était autre que Bacchus. Enchaînant les 20 sur 20, sauf que les soirées n'étaient plus à l'école mais dans l'alcool, Ulysse vit rouge. Pourquoi ? Lorsqu'il se fit provoquer par cet imbécile de Polyphème qu'il coucha d'un seul coup. Ayant fumé Cyclope, il s'est réalisé qu'il ne se débarrasserait pas d'aussitôt de son tabagisme, et la perspective de se battre contre le cidre de Lerne ne donnait pas de grands espoirs pour son alcoolémie. Ivre-mort mais pas ivre de bonheur, prompt à la débauche mais sans embauche, Ulysse entama une errance sans fin. Mais non sans fin, c'est pourquoi il alla se manger un grec. Puis il s'en retourna à son logis, où l'attendaient désespéré Télémaque, son fils, et Pénélope, sa femme. Bref, il écourta son discours, me regarda dans le blanc du pastis, et conclut par une triste vérité. On a dépeint à tort de l'Antiquité comme l'âge d'or, où des hommes à la trempe de fer se sont enchaînés sous les cuivres et dans le fracas de l'acier. Alors qu'en réalité, ce ne sont que les colosses aux pieds d'argile, des ivrognes vacillants et titubants, dont la soif de pouvoir ne masquait en réalité qu'un alcoolisme à pourvoir. Les mythes ne sont que des récits relatant les liens indéfectibles entre l'homme et l'alcool, d'où le sage adage, tous les chemins et toutes les routes mènent au Rhum. Mais à peine évoque-t-on la route du Rhum qu'arrive Olivier de Kersauzon, qui sort de sa torpeur et torpille d'insultes le pauvre Ulysse qui peut aller se faire foutre chez les Grecs. Olivier est un homme charpenté, taillé dans un roc de Karnak et d'un caractère trempé au kouign-amann. Cependant, le temps et l'alcool ont fait des ravages et érodé ce marin phare de la Bretagne. Avant, il était beau, fort et affiné, mais je ne vous parle pas de fromage ici. Maintenant, il était juste bourré et bourru. Voyant mon air médusé, il me traita de tête de nœud, ce que je pris comme un compliment venant d'un marin de sa trempe. S'il m'a paru dur au premier abordage, c'est un vrai poète de fond que je découvris petit à pastis. Il me récita une ode à l'Iliade de la mer, poignante. Puis il se tut, restant muet comme une carpe, et plongeant la salle dans un silence abyssal. Je voyais dans son regard vitreux que l'alcool faisait tanguer le navire de sa conscience, et qu'il avait beau essayer de l'amarrer, il ne pouvait résister à l'amarrer. S'il avait manifestement la tête dans les étoiles, j'espérais sincèrement qu'il ne me montrerait pas sa lune.
Puis, lent proie à un accès de nostalgie, et voyant mon regard de merle en fric, il but une gorgée de rhum parce qu'il avait la cale sèche, et commença à me raconter ses traverses. Partir un jour, sans retour, c'était toute sa jeunesse. Mais il réalisa peu à peu que passer sa vie à couper les ponts n'avait pas de sens, qu'il en avait marre de ne pas avoir d'amarre. Il comprit que c'était bon aussi d'avoir un chez-soi, d'avoir une bite à laquelle s'accrocher. J'essaie de le réconforter, de lui donner de la baume au cœur, en vain. Il est inconsolable et il ravale ses larmes parce qu'il a soif. Ballast, but not least, il m'explique que tout son désespoir lui vient surtout de cette société décadente et usée. Il aimerait que l'encre des journalistes fasse de même que l'encre des marins, qu'elle s'attache au fond. Il aimerait que l'on arrête de se focaliser sur une France d'élite pour se focaliser sur une France qui se délite. Il aimerait que les dirigeants aient un compas dans l'œil et voient plus large qu'ils n'emmènent. Bref, il finit son récit et enfile son ciré et me dévoile à son tour une lourde vérité. L'état d'ébriété est un chouette pays que tout bon matelot est destiné à visiter. Soudain, à l'évocation du mot lourd, se produit un miracle. Voilà qu'apparaît en direct live le plus grand des plaideurs. Jésus Christ! J'étais cloué sur place. Il a le cas de le dire. Trois bières, si je mens, je la bois en enfer. Il était là, en face de mes yeux. Cependant, c'était un Jésus changé. Il s'est présenté à moi. Malgré une belle toche triste en Dior et un brushing d'essange, le Christ ne parvenait à cacher ni son embonpoint, qui laissait deviner qu'il avait trouvé grâce auprès du Seigneur, ni son air hagard qui semblait indiquer qu'il n'était plus tout à fait saint d'esprit. Il m'expliqua que depuis la chute, il était tombé dans l'alcool, qu'il avait bu ses canons et y avait vu une solution pour ses problèmes de foie. Désormais, il traçait sa voie et marchait sur la route toute la sainte journée. Voyant mon air distrait, il tendit la psaume de sa main, me mit un pain et m'ordonna d'arrêter de me curer le nez, d'arrêter de faire l'épître. Pas la peine de me faire toute une scène, me direz-vous. Je lui excusai platement, réciter mon Ave Madère et fis mon chemin de croix pour attraper le fil de la conversation. Je lui demandai alors de me sortir de ma bulle, de me guider, et surenchéri en lui disant qu'il serait le plus saint des cardinaux s'il pouvait donner une direction à ma vie. In vino veritas, me susurra-t-il, ce à quoi il ajouta en buvant son verre, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas étanches. Sur ces mots, il me laissa, car il avait rendez-vous à l'hôtel, où il devait y gérer son office de tourisme. Ainsi s'acheva cette journée éreintante. Loin de faire l'apologie de l'alcoolisme, je ne voudrais pas me faire saquer par le jury. Je ne peux néanmoins qu'admettre son omniprésence dans notre vie d'homme, à notre grande âme. Nous n'avons jamais vraiment quitté l'âge de bière, et nous restons finalement naturellement des hommes des tavernes. L'ode à la sobriété est belle et valeureuse, je l'espère, mais malheureusement, nous allons l'oublier à cause de l'autre. Mais peut-être que grâce à la plaidoirie de Julie, l'ode vit aussi. Oui, public, c'est une triste réalité, mais la vie continue. L'alcool n'est certes pas la réponse, mais il a le mérite de nous faire oublier la question. C'est pourquoi il se dresse irrémédiablement sur notre route. Bref, public, voilà la morale de cette histoire. Si la vie n'est pas toujours aussi rose qu'on le souhaite et que parfois elle nous fait trinquer, il faut quand même avancer et garder le foie. Merci. Mesdames et messieurs du jury, messieurs en fait du jury, verbatim, cher public, bonjour. Je n'oublie pas non plus monsieur Kopf, vous ici. Quel plaisir, monsieur Kopf, Théo Kopf, le grand finaliste, messieurs, des plaidoiries du manager de l'an dernier. Contre moi, Julie Soubigou, première édition. Ça m'évoque un peu une rencontre de Coupe du Monde, non, de Coupe de France, excusez-moi, de football 2008 en France. Carquefou contre l'Olympique de Marseille, un exploit. Mais ne vendons pas la bouteille avant de l'avoir bu et revenons au sujet, car c'est de cela que l'on parle aujourd'hui. Tous les chemins mènent au Rhum. Eh bien, vous voyez, je l'ai mal compris ce sujet au début.
Je l'ai compris comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, tous les chemins, vous ne devez pas voir, mais je vais vous le dire, mènent au Rhum. Au Rhum. Voilà. Là, je me suis dit, voilà, c'est bien. Les Roms, enfin un peu d'ouverture sociale à l'Union Business School, c'est bien. Parce que c'est vrai que les minorités ethniques comme les Roms, bon, ne sont pas très représentées. J'avoue, j'ai eu une réserve. Je me suis dit, à part la Nationale 7 de Villefranche-sur-Saône, je ne vois pas où les rejoindre, je ne vois pas quel comment faire finalement. Et puis là, j'ai compris, mesdames et messieurs, j'ai compris. Non pas les Roms, mais le Rhum, je ne le marque pas, il est sur la diapositive. Le Rhum, beau sujet, le Rhum. Mais ce sujet m'a profondément heurté et je vais vous dire pourquoi. Alors, comment déjà comprendre ce faux adage? Reprenons celui de l'origine, je vais vous le faire tout de suite. Nile uia dunque domines persecula Romam qui dominum toto coerere urete volunt. Pour ceux qui ne parlent pas très bien la langue d'Auguste, comme moi, cela veut dire que tous les chemins mènent à Rome, mais qu'en fait, en menant à Rome, ils mènent à Dieu. Adieu, messieurs, dames, et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que Dieu est en réalité une eau de vie originaire des Amériques. Je ne crois pas. Et là, je m'exclame, verbatim blasphème, verbatim mécréant, au bûcher. C'est un peu dur, je le sais. J'ai donc hésité à plaider sur ce sujet-là, j'ai hésité à protester pacifiquement. Je me suis dit, je peux faire un sitting de 10 minutes sur le bureau, ou monter sur cette chaise, vous regardez pendant 10 minutes dans le blanc des yeux, d'orve. Et puis je me suis dit, bon, 10 minutes c'est long, quand Greenpeace fait un truc du genre, on continue à dépousser des baleines vivantes sur des plages au Japon, ça ne marche pas terrible. Donc, je vais plaider, monsieur Kopp, aujourd'hui je vais plaider contre vous. Et pour cela, cher jury, prenons-nous par la main et passons dans les endroits difficiles et dangereux de l'EM Lyon, et vous verrez, ces chemins ne mènent pas au Rhum. Passons par le bâtiment des MBA, pain au chocolat gratuit et autres friandises interdites. Et que nous sommes côtoient d'autres choses. Et pour cela, il faut prendre le sujet à bras le corps. Il faut faire ce que Guillaume et moi avons fait toute la nuit. Non, Arthur, ce n'était pas un exercice physique. Simplement. Voici donc l'annonce, pour plus de clarté, du plan divin, l'annonciation, car il s'agit bel et bien d'une plaidoirie, monsieur Kopp, pas seulement d'une belle histoire. Vous verrez donc en premier lieu que la route du Rhum n'est pas forcément celle que l'on croit. Et pour cela, je vous exposerai un exemple de mon cru, sec, pour vous prouver que le Rhum peut s'apprécier sans être une finalité. Enfin, nous irons jusqu'au bout du chemin, passe le message à ton voisin. Nous expliquerons Kant, oui, mais sans le Rhum, et découvrirons enfin la vraie signification de ce sujet. J'ai annoncé le plan, j'évoquerai mes recherches. Je tapais, comme tout bon étudiant, ce sujet sur Google. J'ai 3 occurrences. La première, dofus2.0.com, je la passerai très vite. La deuxième, dofuspourlesnoobs.com. Théo, je t'ai noté l'adresse, tu y trouveras 2-3 astuces. Et enfin, corriganfest.com. Pour ceux qui ne connaissent la Bretagne qu'à travers la série Dolmen, où il pleut beaucoup, et les vieilles de Tiplac, la vieille de Tiplac d'ailleurs, et à son âme, les corrigans sont des genres de facétieux lutins bretons. Ce qui m'amène à cette première partie, placée sous le signe de la Bretagne, messieurs dames. La Bretagne, terre natale de Guillaume et moi, Kerverne, Bigouden, vous voyez. Alors la Bretagne, pourquoi la Bretagne? Grace, libre et indépendante. Parce que la Bretagne, cette terre brûlée, au vent, des landes de Plougastel d'Aoulas. Cette terre, c'est d'abord le départ, comme vous l'avez dit si justement, monsieur Kopp, de la route du Rhum. C'est donc là qu'il faut partir pour trouver ce Rhum dont vous nous parlez tant. C'est la terre d'origine de ces pirates d'antan, héros tels que Jacques Sparrow et Capitaine Crochet. Mais prenons un exemple moderne. J'en veux pour preuve Yannick, mon oncle fictif. Yannick, après avoir raté son concours d'entrée à EM Lyon Business School, reprit l'exploitation porcine de ses parents. Mais Yannick a une autre passion, la voile, qui nous intéresse aujourd'hui. Ne tombe pas dans le cliché. Au terme d'une 332e édition mouvementée de la route du Rhum, où il finit devant les recycleurs bretons, véridiques, mais derrière la Massif et la Société Générale, Yannick revint chez lui à Plougastel d'Aoulas, les bras chargés de 12 gallons de rhum du père là-bas. Et là, je m'arrête ici, et je vous demande, qu'advint-il
de mon oncle Yannick. Car non, Théo, ceci n'est pas un sketch, ce n'est pas un concours de jeux de mots, c'est aussi un démêlé éminemment politique. Yannick aurait pu se faire avoir par le déterminisme social de Durkheim. Il aurait pu, telle la banane plantain, se laisser flamber au rhum. Mais non, il choisit lui-même son destin, tel Nolwenn le roi, se délectant de son rhum sans y finir noyé. Finalement, comme le conclut si bien la Miss Stromae, malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Nous avons donc ici prouvé par l'exemple que la route du rhum ne mène pas forcément à l'alcoolisme de Gervaise ou au consanguinisme régional, mais mène bien à d'autres états choisis, tels la dignité évoquée par Stromae et incarnée ici par Yannick. En parlant de dignité, monsieur Koch, il s'agit de retrouver la vôtre après tant d'indécence intellectuelle. Vous affirmez que tous les chemins mènent au rhum. Mais alors, si tous les chemins mènent au rhum, et vous en conviendrez, que seule la fin justifie les moyens. Alors, ce ne sont pas les chemins qui mènent au rhum, mais bien le rhum qui mène au chemin, car le rhum n'est pas une faim, c'est une soif. Comme nous le dit d'ailleurs très bien Jean-Louis Borloo. Mais revenons-en à notre deuxième partie. Le rhum est-il finalement fin ou moyen? Le chemin mène-t-il au rhum ou par le rhum? Finissons par théoriser le prisme de la maïeutique kantienne déjà amorcée. Oui, mesdames et messieurs, la maïeutique kantienne, dernier rempart contre l'ignorance, Théo, je ne te vise pas. Kant nous dit: fais toujours en sorte de traiter autrui comme une fin et non comme un moyen. Détournement ignoble et injustifiable de la pensée. Monsieur Koch, vous confondez autrui et rhum, et franchement, il faut le faire. Quant à Kant, jamais il n'y a de rapport rapproché ni avec autrui, ni avec l'alcool. L'alcool n'étant pas autrui, le rhum ne l'est pas non plus. Et si le rhum ne s'est pas fait en un jour, il n'est que substance liquide, parfois vomi, certes, mais jamais fin. Tout tombe ainsi sous le sens, cher jury. Nous avions démontré très simplement que le rhum échappe au déterminisme lorsqu'on se donne la peine de l'éviter. Et voilà que nous concluons, grâce à Kant, que le rhum ne doit pas se comprendre en tant que fin mais que moyen. Voilà où nous mène finalement ce spiritueux débat. Non pas au rhum, mais par le rhum, vers une pensée plus haute, plus sage, plus digne, tournée vers les enseignements du soldat Louis, du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Tous les chemins ne mènent donc pas au rhum, mais le rhum, si on l'utilise à bon escient, mène à tous les chemins, dont celui du bonheur, et ça me laisse baba. Mesdames, merci d'être ici face à moi, petit plus d'âme, qui va essayer de vous démontrer qu'en effet la plume est bien plus forte que l'épée. Alors aujourd'hui, j'ai fait une démonstration assez originale. Je ne sais pas si ça va vous convaincre, mais moi, ce sujet, il m'a tout de suite parlé quand je l'ai reçu. Et du coup, j'ai décidé de dire ce que je pensais pour une fois, quitte à ne pas vous faire rire. J'ai essayé d'être vrai, sincère, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de défendre ses idées. Et c'est donc ce qui consistera à ma seconde partie. Je crois que j'ai perdu. Disons que la première partie s'appelle la rigolade, et la seconde partie sera la nausée. Pour commencer la rigolade, je voulais vous dire que moi, quand je me disais quidam tout à l'heure, je ne sais pas si je suis vraiment n'importe qui, je ne sais pas qui je suis-je ce que je suis-je ce que je suis-je ou ne suis-je pas. En tout cas, je ne suis pas cet inconnu au bataillon qui lèvera une épée comme ça pour se battre. Non, je ne suis pas ça. Moi, au sabre laser et à Star Wars, j'ai toujours préféré Franklin la tortue, qui m'a appris à lasser mes chaussures et couper 2 par 2 quand j'étais petit. D'ailleurs, je revois aussi Martin, le petit ourson qui, en tout point, me fait penser à Turtle. Non pas que je n'aime pas la guerre, non, mais je préfère le soft arming. C'est un concept développé par Don Tony, mon illustre double, invisible, fidèle, acolyte, étrange, sincère, qui me donne beaucoup d'idées, et grâce à lui, j'écris tous les soirs. Donc quand je vous disais que ce sujet me parle, c'est parce que j'aspire à être écrivain, ce qui peut paraître assez naïf. Mais ce sujet m'a parlé grâce à Don, mon petit pote Don, qui me donne envie d'écrire chaque soir et de défendre mes idées à la plume telle une épée. Commençons par l'évangile selon frère Kevin. La plume est plus forte que l'épée. Kevin. Aussi vrai que la lucidité de Louis Aragon nous disant qu'il n'y a pas d'amour heureux,
Aussi vrai que les paroles de Christophe Maé, la plume est plus forte que l'épée. C'est un fait. Aujourd'hui, Paul, quand tu seras à ma place tout à l'heure devant le tableau, je te demanderai de ne pas faire l'enfant, de ne pas pleurer, de ne pas faire fanfan la tulipe avec ton épée, Polo. Je te promets que je ne parlerai ni d'Arbus ni de Volkswagen. Cette fois-ci, c'est différent. Parce que Paul, je l'ai déjà affronté l'an dernier. Merci Verbatim de me remettre ce défi-là. C'était déjà très tendu, et moi je suis tendu aujourd'hui comme un animal de prairie, comme un taureau trop aigri, comme un pivert un peu moisi, comme ma copine sortant du lit. Énervé, mais joli. Du coup, Paul, si je suis tendu, c'est parce que nous nous sommes déjà démolis mutuellement, tu le sais. Nous étions justement dans cet amphithéâtre, moi qui me prenais pour Pablo Picasso et toi, Christine Boutin, un sacré bout en train. Je disais donc dans cet exercice de théâtre, de représentation sociale et de narcissisme exacerbé, nous nous affrontions. Mais déjà plus jeune, le petit Polo et le petit Maxou se battaient. Te souviens-tu quand nous jouons au Caplar? Je déposais minutieusement quelques plumes sur cette construction que nous faisions, et toi, avec ton épée Fisher-Price, tu la cassais. Sans préavis. Eh bien écoute, Polo, je voudrais que tu arrêtes d'être méchant aujourd'hui. Je voudrais que tu ne sois pas ce Dark Vador de l'Amphi 3, parce que tu n'es pas méchant. Tu es même la potion magique de la douceur. Ne me fais pas dire que tu serais Merlin l'Enchanteur. Non. Mais je me souviens donc de cette époque où nous avions construit une tourelle qui était mienne, qui était tienne, qu'à cela ne tienne, ne tienne elle-même, n'a pas baissé les bras, seule face à soi-même. Je me suis senti faire le pas pour t'ouvrir les yeux, Paul, pour t'ouvrir les yeux. Toi, le brigand de douce, moi, le marin pêcheur. Paul, je sais que tu n'es pas méchant, et j'en appelle à l'homme qui sommeille en toi, celui qui dort dans du duvet d'oie. Paul, la plume te plaît comme elle me plaît. Nous sommes tous deux des poids-plumes d'ailleurs. Maintenant, pour revenir au sujet, Verbatim, je me suis demandé si vous me preniez pour un poète. C'est pas du gâteau, c'est gâteux, non pas que je sois fâché, mais c'est fâcheux parce qu'il y a un indique dans la pièce qui vous aurait dit « Donnez-lui un sujet littéraire, il ne saura pas faire, lui c'est un ignare, ce qu'il aime c'est le basketball, football, baseball. » Non, Verbatim, vous vous trompez. Je crois en effet que cet indique s'est trompé. Nous passons donc maintenant, imaginez dans la seconde partie que j'ai appelée la nausée. La rigolade ne vous a quand même pas beaucoup fait rire, je tiens à le noter. Rentrons donc dans la nausée. Ce n'est vraiment pas de Paul pour toi, Paul. Je vais être très chaud. Non, honnêtement, moi je suis conscient et quand je pense avec mon cœur, c'est un peu une phrase bateau, mais j'ai vraiment l'impression que la plume est plus forte que l'épée. Par contre, objectivement, tout me tend à dire que c'est faux. Aujourd'hui, on ne forme plus de littéraire, plus du tout. Qui oserait dire un enfant sérieux, fais une section littéraire, une première L, passe un bac littéraire, fais une fac de lettres, tu trouveras un travail, un emploi qui te plaira. Non, on ne fait plus rien par passion. C'est assez triste d'ailleurs. On est attiré par l'argent et le prestige, et je fais partie de ces gens-là. Avant, il y avait des gens qui tenaient leur plume pour développer des idées, pour faire avancer tout un peuple vers la lumière. Je pense à Voltaire notamment. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Moi, je vomis sur Guillaume Musso, Marc Lévy, Catherine Pancol, quand je les vois sur les affiches de métro, parce que c'est pas de la littérature, c'est pas du tout de la littérature. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de réfléchir, j'ai l'impression qu'on est dans une époque de la glisse. Ouais. On est sujet au pub, à la consommation, tout le temps. On ne se pose pas, on ne médite pas. D'ailleurs, on fait toujours plus une dichotomie entre le corps et l'esprit. Dans des salles de classe, on a des ordinateurs pour taper, plus vite. Mais pensez jamais. Jamais. Je ne ressens pas l'aventure d'un Rimbaud, l'effroi d'un Verlaine ou le sprint d'un Baudelaire. Et en tuant les artistes, nous avons aussi tué les plumes. Il y avait des essayistes comme Victor Hugo qui blâmaient le travail des enfants dans les mines, notamment. Je repense au J'accuse d'Émile Zola, qui oserait faire un J'accuse aujourd'hui personne, parce qu'on vit dans une démocratie qu'on ne remet jamais en question. Peut-être qu'on devrait le faire plus souvent. On écoute de la musique à longueur de journée pour braver le silence, parce qu'on a peur du silence, parce qu'on a peur d'être tout seul, parce qu'on est devenu passif, inactif, indolore, et qu'on est faible et fragile. En voyant Daesh, par contre, brûler des livres et en entendant le monde entier les traiter de débiles, moi ça me fait plaisir, parce qu'en effet ce sont des gros débiles. Et je garde espoir parce que j'écoute mon cœur et je sais que la plume sera toujours plus forte que l'épée, même si objectivement aujourd'hui c'est compliqué. On vend des missiles et des chars d'assaut bien plus que des stylos, bien plus que des stylos.
Mais la fonction didactique de l'œuvre littéraire, qu'elle soit romanesque, ou qu'il s'agisse d'un essai, sera toujours là. L'auteur amène le lecteur vers une morale implicite. Le lecteur guidé subit cette morale et l'apprend. Je pense aux Fables de La Fontaine, je pense au Candide de Voltaire, je pense à un tas de livres, je pense aux philosophes des Lumières, qui sans eux, il n'y aurait jamais eu de Révolution française. Ces philosophes qui, pendant des décennies, ont écrit dans l'encyclopédie notamment un tas de livres, un tas d'articles, pour faire soulever ce peuple en quête de liberté, en quête d'émancipation. Et je pense en effet que l'écrivain serait un petit peu celui qui doit nous éveiller, qui doit nous faire rire, qui doit nous amener vers la lumière. Et je citerai pour cela Camus, qui nous dit qu'en fait l'écrivain n'est rien d'autre qu'un citoyen engagé dans la galère de son temps. Et aujourd'hui, notre temps, c'est une belle galère. Et honnêtement, faites-moi rêver et remettons-nous tous à écrire. Ça peut paraître utopique comme ça, mais si on y croit, c'est possible. Et parfois, il faudrait se réveiller parce qu'aujourd'hui, la plume, c'est sûr qu'elle ne paraît pas aussi forte que l'épée. On a remplacé l'épée par des kalachnikovs, on a tué Charlie Hebdo. Tout un peuple s'est soulevé au nom de la liberté d'expression, mais au fond, derrière la liberté d'expression, c'est un modèle de vie. Charlie Hebdo, ce sont des gens qui ont une certaine humanité, qui ont de l'humour, qui ont de la chaleur, qui ont de la solidarité. Il y a 3 mois, personne n'en parlait. Maintenant, il y a 3 semaines, ils ont sorti un exemplaire la semaine dernière, ça a fait un flop total. Ah oui. Eh bien moi je dis non, cher contradicteur. Et je vais profiter de ce sujet pour vous transmettre ce boulet. La plume est plus forte que l'épée. Monsieur Tétoni, que votre ton est impérieux et généralisateur. Je me demande bien ce qui peut vous motiver d'ailleurs à défendre un tel sujet. Avez-vous trouvé un stage de commercial chez Modène Plume ? De plus, votre sujet est quand même, cette maxime est quand même absurde et prouver son absurdité est chose aisée. Mais ne souhaitant pas moi-même y perdre des plumes, je vais procéder méthodiquement et à l'interstellaire de votre démonstration s'opposera l'intéressant de la mienne. Dans une première partie, je vous démontrerai que votre formule n'a pas de sens mathématique. Ensuite, après avoir mis un petit peu de sens logique à cette formule, je vous trouverai des contre-exemples qui la contredisent. Et enfin, j'essaierai de voir avec le jury et avec l'audience les raisons qui peuvent vous motiver à défendre une telle thèse. Alors d'abord, la plume est plus forte que l'épée. Si nous devions l'écrire en termes conventionnels, nous pourrions l'écrire « La plume est supérieure à l'épée ». Or, ici se trouve le premier souci. Rien ne nous indique si le signe est strict ou pas. Est-ce que la plume est, dans tous les cas, toujours plus forte que l'épée ? Quel manque de rigueur, monsieur. Et d'ailleurs, de quelle plume parle-t-on ? De la mienne ? De la vôtre ? Comment est votre plume ? Est-ce que votre plume est bonne ? Est-elle grande ? Est-elle rigide ? Est-elle branlante ? Je ne sais pas. Alors vous voyez, monsieur Tétoni, votre combat n'a pas de sens. Alors je vous demande de cesser le combat. Assez, assez, asseyez-vous face à la vérité. À la vérité qui, à mon avis, vous semble peut-être un peu trop théorique, mais que je vais vous démontrer dès à présent. D'abord, déterminons ensemble de quelles plumes nous parlons. Il y a les plumes physiques, les plumes naturelles, appartenant à elles, et les plumes réelles, synthétiques, appartenant à elles. Mais il y a aussi les plumes figurées. Vous pouvez prendre une plume rationnelle, comme celle de Descartes, par exemple, ou une plume complexe, comme celle de Proust. Ensuite, pour parler de l'épée, pour la définir, je pense que nous conviendrons tous qu'une épée est forcément physique et forcément réelle, donc l'épée appartiendra à elle. Ainsi, si nous devions réécrire votre formule dans des termes intelligibles, nous l'écririons comme suit. Pour toute plume appartenant à l'union des ensembles N, R, Q, C, pour toute épée appartenant à R, l'ensemble des plumes est supérieur à l'épée. C'est vieux la prépa, on fait comme on veut. Et voilà une formule acceptable, monsieur Tétoni. Voilà une formule qui a du sens. Eh bien, vous ne me croyez pas ? Eh bien, très bien, puisque la mauvaise foi règne dans cet amphithéâtre. Faisons comme si j'avais tort. Admettons, allons-y, admettons. Et passons à la deuxième partie. Trouvons des contre-exemples qui contredisent cette formule.
Vous en conviendrez, il suffirait donc de démontrer qu'il existe une plume appartenant à l'union des ensembles NRQC, tel qu'il existe une épée appartenant à l'ensemble R, tel que la plume est inférieure ou égale à l'épée. Prenons par exemple, pour ce faire, une plume de N. Non pas une plume de N, comme pourrait être celle de Welbeck, qui fait partie de l'ensemble irrationnel que nous n'étudions pas aujourd'hui, mais une plume de N, une plume entière, par exemple une plume doigt. Pour ce faire, j'ai décidé de demander à mon ami Pierrot de me prêter sa plume pour écrire un mot. Alors qu'il finissait de tailler sa plume tranquillement, je lui dis « Mon ami, penses-tu, comme le prétend Monsieur Tétoni, que ta plume soit plus forte que l'épée ?» Il me répondit en riant « Mais mon ami Polo, lorsque je pique une poulette avec ma plume, elle gémit. Lorsque je lui donne un coup d'épée, elle meurt. Voilà, Monsieur Tétoni, voilà un exemple d'épée qui soit plus forte qu'une plume. Mais bon, puisque cet argument ne vous convient toujours pas, puisque vous décidez de nier mon argument au vu et au su de l'assistance, nous allons en choisir un autre. Par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui, contrairement à vous, a une plume rationnelle. Voilà, qui a une plume dans le cul, par exemple. Par exemple, tout simplement, très simplement, prenons l'historien grec Timée de Tauromenion qui, dans son livre, décrit l'histoire de Damoclès, qui s'est vu offrir l'opportunité de vivre un jour la vie de tyran. Le soir festoyant, il vit au-dessus de sa tête suspendue une épée. C'était le tyran lui-même qui voulait lui montrer que être tyran, c'est bien, ça donne de la puissance. Mais sur votre tête pèse tous les jours une menace éternelle, une épée. Imaginez un petit peu la même chose avec une plume. Je crois qu'il n'y a qu'au Lido qu'on entreprend de telles mises en scène. Mais Monsieur Tétoni, allez-vous donc en plus de cela mentir à la face de l'histoire? Allez-vous donc mentir à Timée de Tauromenion? Mentir à Timée beaucoup de mauvaise volonté, Monsieur Tétoni. Mais admettons, puisque votre entêtement empêche d'atteindre le consensus, Puisque vous ne savez pas être raisonnable, attaquons ma troisième partie et dépassons le sujet. Cherchons à déterminer ensemble quelles sont les motivations qui peuvent vous pousser à nous, tous, nous mettre en danger. Car je vous concède qu'il existe des gens que tout coup d'épée ne saurait faire taire. Mais je pense qu'ici, Monsieur Tétoni, se trouve un acte marketing. Je pense que vous venez nous vendre votre proverbe pour nous vendre d'autres choses. Vous affirmez cela pour achever votre dessein de tremper votre plume pleine d'encre de train en train, de port en port, de couvrir de goudrounes et de plumes les femmes d'Amsterdam ou d'Istanbul. Eh bien, vais-je vous laisser faire? Vais-je vous laisser satisfaire vos penchants épanchés? Je ne crois pas. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de croiser le fer, pour ne pas vous laisser faire. Et je dirais, pour terminer, qu'en parlant des révolutionnaires, Antoine de Rivarol disait « Que faire de ces hommes qui se lancent des traits autant que de regards et qui combattent avec la plume et écrivent avec des poignards? Car oui, Monsieur Tétoni, vous êtes un révolutionnaire. Voilà pourquoi une telle maxime, vous êtes un libertin. Alors vous et vos romans de cape et de plume, allez au diable. »